nous sommes même un tout petit peu en retard. Je suis très heureuse cet après-midi de modérer cette rencontre autour du français langue africaine et j'ai le bonheur d'avoir avec moi de grandes plumes africaines cet après-midi. L'enjeu est véritablement de mettre en valeur la richesse d'une littérature qui est peu connue sur le territoire tunisien. Et nous allons plonger un tout petit peu rapidement, mais de façon intense, dans ces univers littéraires de 4 auteurs pour découvrir la langue que ces auteurs emploient, la particularité de cette langue à chaque fois, et surtout à quel point elle est vibrante et à quel point elle est vivante. J'ai ici avec moi donc Beata Mérès à ma gauche. Voilà, parce que je me suis trompée tout à l'heure. C'est pour ça qu'elles ont le sourire toutes les trois. Elles ont envie que je me trompe encore. Alors, j'ai également ici même Djaïli Amadou Amal. Et puis, j'ai au bout Bessora. Et nous devrions être rejoints dans quelques instants par Samy Tchak, qui est à la Cité de la Culture, quelque part. Peut-être qu'il y a un atelier, une table ronde qui a débordé. Mais il devrait être là donc dans quelques instants. Ce sera assez rapide, c'est ce que j'expliquais il y a quelques instants à mes chers panélistes, mais nous allons faire en sorte de mettre en valeur, peut-être, on va essayer l'essentiel un peu des caractéristiques de chacune des auteurs qui sont là. Avant de passer au masculin avec l'arrivée dans quelques instants de Samy Tchak. J'aimerais démarrer avec vous, si vous le permettez, Djaïli Amadou Amal. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? On peut changer. Parce que vous êtes au milieu. Je vais changer de place. Parce que peut-être par impatience, nous allons parler de patience et d'impatience. Donc cela tombe sur vous. En fait, je viens de lire ce roman, Les Impatientes, dont je recommande fortement la lecture au public tunisien. Je vais essayer de résumer très rapidement, vous me corrigerez à chaque fois si je me trompe, un peu la trame de ce récit de femme, une espèce de descente aux enfers dans l'univers du mariage et de la polygamie. Donc, c'est un roman qui est paru, Les Impatientes, je rappelle le titre, à Yaoundé en 2017, aux éditions Proximité sous le titre Mounial, Les larmes de la patience. Moi, j'aime beaucoup ce premier titre. Peut-être que tout à l'heure, vous allez m'expliquer. Vous avez dû le changer. Est-ce que c'était un choix d'éditeur? Et en 2020, donc, sous le titre Les Impatientes. Parce que justement, la patience est la grande question de ce livre qui fait l'éloge de la patience moniale, précepte fondamental du mariage, qui est présenté comme un lien sacré, bien entendu, selon les normes musulmanes. Je dois vous avouer que moi-même, étant musulmane, j'ai découvert énormément de choses sur ce mariage-là. J'en ignorais l'essentiel. Alors, à travers 3 portraits de femmes, Ramla, Hindou et Safira. Alors, il y a celle qui est diplômée, mais qui est condamnée à épouser un homme beaucoup plus âgé, et qui va subir les foudres de sa première épouse. Il y a Hindou, la femme battue, violée, jusqu'à sombrer dans l'aliénation mentale et dont l'érotisme va très rapidement devenir ésotérisme et sombrer dans la magie noire. Et puis, cette hiérarchie qu'on découvre grâce à vous, de la polygamie, puisque Safira est Dada Saré, c'est bien ça, première épouse. Et à travers tout ceci, Samy Tchak est là. Donc il s'en est passé des choses durant votre absence, on vous expliquera tout à l'heure. Et derrière tout ça, il y a un procès de la polygamie, du patriarcat, à travers des figures masculines qui sont absolument terribles. Le père, l'époux, les oncles. Est-ce que vous vous êtes basé sur des faits réels ? Merci. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, et ça je le dis dès le début du roman, tous les faits sont inspirés des faits authentiques. Et encore, on m'aurait dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Tellement on peut être scandalisé, mais sauf que en réalité, ça peut être pire que ça. Le mot patience ou impatience
je ne trouvais pas vraiment, comment dire, un terme assez fort. Quand on dit en langue peul, muñal, en fait, ou en wolof, muñol, ou en bambara, muña, ou quelque chose comme ça. Bref, partout en Afrique subsaharienne, ce mot a du sens. Mais quand on le dit en français, patience, en fait, ça ne traduit pas suffisamment. Encore que je trouve que le mot en arabe peut le traduire à peu près quand on dit sabre. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Toutes les femmes savent de quoi il y a de l'endurance dedans. Il y a l'endurance, il y a le fait de... C'est plus résigne-toi, accepte tout, supporte jusqu'à l'insupportable. Bref, au bout de la patience, il y a le ciel. On ne s'arrête de patienter qu'à la mort. Et la femme devrait, pour le bonheur de ses enfants, se sacrifier. Elle devrait se résigner à mettre de côté son propre bonheur, à mettre de côté sa vie pour pouvoir satisfaire celle des autres. Donc, c'est à ce mot que renvoie la patience. Et dans la première édition du roman, donc dans sa version, je dirais africaine, Muñal, les larmes de la patience, j'ai tenu à garder ce mot Muñal qui signifie quand même quelque chose pour les Africains. Et rien qu'à travers ce mot-là, on comprend tout de suite de quoi je veux parler. Et pardon de vous interrompre, c'est à la fois un nom et une injonction, c'est bien ça? Muñal? Muñal, c'est une injonction, c'est également l'une des valeurs fondamentales de la culture peul, et je dirais de la culture universelle, de la culture africaine. Donc la patience, le sabre. Donc voilà, qu'on demande aux femmes accepter tout, supporter tout pour le bonheur de leurs enfants, pour rester dans le foyer, pour l'honneur de la famille, etc. Donc j'ai voulu garder ce mot dans la version donc camerounaise du roman. Quand Emmanuel Colas, ou la maison d'édition, a décidé de reprendre ce roman, il s'agissait aussi de retravailler pour rendre quand même le texte universel, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi je veux parler, puisse comprendre ce roman, puisse comprendre ces héroïnes, et puisse mesurer quand même la souffrance de la condition féminine et des violences faites aux femmes, qui, soit dit en passant, est un sujet universel. Quand on parle des violences, quand on parle du viol conjugal, du mariage précoce et forcé, de la polygamie et autres, peut-être que les femmes ne vivent pas la même chose dans un lieu donné, mais quoi qu'il en soit, elles ressentent finalement toutes la même chose. Et le cycle de la violence reste le même qu'on vive en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe, ça reste toujours, ça se passe toujours de la même manière. Une femme en Europe ne vivrait peut-être pas la polygamie, mais ressentirait exactement la même chose que la Dadasare, c'est-à-dire la première épouse, si son mari va chercher une maîtresse plus jeune. Tout à fait. Donc voilà, Samy Tchak, arrête de sourire, ne me déconcentre pas. Voilà. Et puis donc, il fallait rendre le titre plus universel, plus parlant, mais en ce moment-là, pour moi, ce n'était pas la patience, ce n'était pas une question de traduction, en fait. Il fallait plutôt trouver autre chose, et finalement, après beaucoup de recherches, nous sommes tombés sur des impatientes, puisque finalement, toutes ces femmes, d'une manière ou d'une autre, cherchent quand même à s'échapper de leurs conditions, cherchent quand même à s'en sortir. Et finalement, elles n'acceptent pas ce conseil que la société leur impose, donc celui de rester patient toute leur vie. En tout cas, grâce à vous, nous avons appris ce mot, peul, muñal, qui signifie la patience, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur la traduction française qui trahit beaucoup de sèmes qui gravitent autour du mot, parce qu'il s'est rattaché à une réalité sociale. Donc c'est un roman que vous avez écrit qui s'inspire de faits réels et qui appelle les femmes à l'impatience. Je n'ai pas eu le sentiment en le lisant qu'il y avait un appel comme ça. Ce n'est pas un roman révolutionnaire. Non. Pour moi, il ne s'agissait pas d'apporter un jugement, oui, ou d'être dans la révolte absolue et tout ça. Moi, je pose tout simplement le problème avec une certaine douceur, avec une voix de femme, pour raconter nos souffrances, pour dire ce que nous ressentons.
Et j'ai eu la réaction de beaucoup d'hommes qui m'ont dit « je ne savais pas que c'est ce que vivaient les femmes ». Donc c'est ça la réaction attendue, c'est qu'on se pose des questions, qu'on se pose des questions, qu'on se remette en question et que finalement on ouvre les yeux et qu'on regarde tout simplement autour de soi et on va s'apercevoir. Donc je suis plutôt dans une écriture, certes qui est engagée, qui dénonce, mais quand même avec une voix de femme. L'histoire perçue par les femmes à travers des perspectives féminines ressemble à un tissu d'horreur. Et en effet, même s'il n'y a pas une veine révolutionnaire dans le roman, il y a une sensibilisation certaine, avec beaucoup de douceur, tout à fait. J'étais vraiment frappée par la douceur de ces larmes tout au long du roman. Voilà, c'était Les Impatientes que je voulais vous présenter en premier lieu. Je sais que c'est frustrant pour le public. On me dit qu'on aura la possibilité de déborder un tout petit peu tout à l'heure. Je sais que certains souhaiteraient poser des questions autour de ces textes. Donc, c'était le premier roman que je voulais vous présenter de Djaïli Amadou Amal. Et nous allons passer au deuxième texte. C'est un exercice très difficile puisque nous avons 1 heure pour de très grandes plumes et des univers très différents et passionnants que moi-même j'ai eu beaucoup de bonheur comme ça à découvrir. Et j'aimerais cette fois vous présenter Les Orphelins de Bessora, que je viens de lire également. Un récit que j'ai lu, et pour moi c'était comme un coup de poing comme ça dans le ventre. C'est un texte qui est horriblement beau. J'emprunte l'expression de l'un de vos personnages très rapidement. Je résume un peu le récit. C'est l'histoire de 2 jumeaux, Hansel et Gretel, voilà, Wolf et Barbara, Wolf et Barbie, 2 Gémeaux sélectionnés parce que supposés être ariens. 2 Boches sélectionnés pour partir en Afrique, rejoindre une famille d'adoption. Nous sommes en 1948 et ces enfants allemands sont choisis par des nazis pour partir en Afrique et faire prospérer la race aryenne pour réussir là où l'Europe a échoué finalement. Et ils ont 8 ans et ils arrivent... On est content de les voir parce qu'ils n'ont pas une goutte de sang juif, ni polonais, ni anglais, ni russe. Et ils arrivent chez Lotan et Michel, le vieux Jacob, et on a l'impression que tout se déroule, j'ai envie de dire, comme une tragédie. Cela s'écrit comme une tragédie, parce qu'on sait dès le départ que cela va très très mal se terminer. Dans une tragédie, on place comme ça des jalons au départ. Quand on voit un clou dans une tragédie, on sait qu'au final, il y a l'un des personnages qui finira par se pendre, en fait. Et c'est un peu comme ça que vous écrivez les choses. Vous nous montrez les choses. On voit Lotan toucher les cheveux de Barbie, on voit le pressoir, etc. Vous placez ces jalons et hop, vous laissez couler, vous laissez faire. On a l'impression que c'est une machine qui fonctionne toute seule et cela court vers une tragédie. Un roman horriblement beau, je disais tout à l'heure, sans doute l'un des plus beaux romans sur l'enfance que j'ai pu lire. Et il essaie aussi de retracer comme ça une grande partie de notre histoire, de la deuxième moitié du XXe siècle, en revenant sur... il y a l'apartheid, évidemment, il y a le mur de Berlin, il y a de grandes figures historiques, comme Mandela aussi, qu'on découvre à la fin du roman. J'ai envie de vous poser une question, Bessora. C'est un roman qui porte une conscience tragique de l'histoire. Ça, vous placez le niveau. C'est un roman que j'ai écrit, non pas en me disant que j'allais mettre en place un dispositif de tragédie. Ce n'était pas prémédité, voilà, ce n'était pas intentionnel. Non, simplement, j'ai rencontré un jour par écran interposé un homme de 70 ans qui était né en Allemagne en 1940 et qui, orphelin de guerre, a été, entre guillemets, exporté en Afrique du Sud en 1948 avec 82 orphelins, avec pour mission de régénérer le semblant d'Afrique du Sud. Et au-delà de cette histoire qui m'intéressait parce qu'elle avait été enterrée dans les poubelles de l'histoire
et parce que je ne la connaissais pas. C'est un documentaire qui m'a fait connaître cette histoire, qui était diffusée très tardivement sur une chaîne assez peu regardée, donc ce qui était une nouvelle manière d'enterrer cette histoire. Eh bien, moi, je suis littéralement tombée en amour de cet homme qui s'appelle Peter et qui témoignait de cette histoire des années et des années après, et des années après un silence imposé, parce que lorsque on a été l'emblème du nazisme, comme ça a été son cas, ou lorsqu'on a été l'emblème de l'apartheid, lorsqu'on est un monsieur blanc, blond, grand, avec des yeux bleus, on ne peut pas se prévaloir du statut de victime. Donc cet homme s'est tu pendant toute sa vie, et à l'occasion de ce documentaire, il a pu parler de cette histoire. Et donc moi, il se trouve que j'étais devant la télé et que dans son regard, j'ai vu l'enfant de 8 ans qui arrivait au Cap en 1948, et que moi-même, dans mon regard, il y a une enfant qui est entrée en lien avec ce vieil enfant. Et je me suis dit, il faut absolument que je rencontre Peter. Il y a quelque chose qui se passe et qui doit se faire sous forme de fiction, transposition de cette histoire horrible en fiction, en roman. Alors je me suis organisée et j'ai réussi à partir en Afrique du Sud. C'était en 2018, sauf erreur. Et alors c'était très particulier parce que c'était l'année aussi du centenaire de la naissance de Mandela, qu'on fêtait cette année-là. Il y avait Obama qui était présent en juillet 2018 également au Cap, et qui a fait un assez beau discours et qui a aussi fait référence à la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, parce que ça s'est passé au même moment. Donc il y avait une sorte d'événements comme ça alignés. Donc il y avait quelque chose de magique, et je rencontre Peter, dont je n'ai pas l'adresse au départ, mais je réussis après une enquête un peu surréaliste à trouver l'endroit où il habite, à m'y rendre, à passer les barrières, les clôtures, parce que comme vous imaginez, en Afrique du Sud, la société est extrêmement cloisonnée. Donc il y a des barrières hautes de 3 mètres partout, des codes partout, tout le monde a peur de tout le monde, même si l'apartheid est aboli depuis très longtemps. Bon, il se trouve que j'ai réussi à franchir ces barrières et arriver devant sa porte, à sonner et à me trouver en face d'un homme qui m'a ouvert grand sa porte et avec qui la complicité a été immédiate. Et donc, on a échangé à l'occasion de promenades, de rendez-vous chez lui, de repas qui étaient faits par sa femme, qui se trouve être une indienne musulmane d'Afrique du Sud, sa deuxième épouse. Après un premier mariage comme il faut, hein, il a d'abord appliqué le programme pour lequel il avait été endoctriné. Et puis... en fait, ça n'a pas fonctionné exactement comme il aurait fallu. Et c'est ce que je raconte dans le livre, en transformant Peter en Wolf et en lui ajoutant une sœur jumelle qui est le revers de la médaille, qui me permet de traiter deux manières de vivre et d'approcher cette enfance volée, cet endoctrinement. Comment on y résiste, si on y résiste. Est-ce qu'il faut y résister ? Et qu'est-ce qu'on fait de sa culpabilité ? Déjà, est-ce qu'on se sent coupable ? Et est-ce qu'il y a la possibilité d'une résilience, d'une reconstruction, et où ? En tout cas, je n'aurais jamais pensé que vous vous êtes inspiré de faits réels. Bon, en tout cas, cette partie de l'histoire que vous dévoilez, elle est absolument incroyable, parce que personnellement, j'en entends aussi parler pour la première fois. Ces enfants qui ont été déportés en Afrique du Sud, etc., dans le cadre d'un projet nazi. Très beau roman sur l'enfance, et sur les rapports entre frères et sœurs. Il y a des pages qui sont absolument magnifiques. Les frères jumeaux aussi, plus précisément. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Ma deuxième question, elle porte sur cette question de la légitimité de la littérature africaine par rapport à cet immense édifice de la littérature française dans le monde, de la littérature franco-française. Il y a une page dans votre roman qui m'a interpellée, c'est la page 278, cette dégustation de vin, qui m'a semblé, moi, avoir comme ça une portée un peu métaphorique. Est-ce que vous souhaitez nous lire quelques lignes de cette dégustation de vin ? Oui, j'ai pas le livre, je veux bien, ouais. Je vous le passe ? On fait passer.
Vous m'avez mis... Alors attendez, où est-ce que ça commence? Vous choisissez n'importe quel départ, à la page 278. Alors, ok. Tenant son verre par le pied, il le remue légèrement de biais sans me lâcher. De sa main libre, il dessine des arabesques. Cela dit, belle couleur, intense, presque noire. On a un dégradé qui va vers le rose et l'orange. Tout à fait. De nouveau, il promène ses mains au-dessus de son alcool avec des gestes mystiques. De la brillance, du velouté, beaucoup de gras, complexité au nez, notes de fruits confits, cassis, cerises. Il goûte pour vérifier encore quelque chose. Du chocolat, oui, j'avais bien pensé. Du tabac. Il teste à nouveau. Les épices. Absolument. Mais c'est trop sensuel, vous comprenez ? Trop voluptueux. C'est-à-dire qu'on sent le soleil quand même. Le côté exotique, oriental, qui fait qu'on sait qu'on n'est pas en France. Tenez, il ajoute en désignant son étagère de livres. Ça me rappelle Maryse Condé, un écrivain que j'affectionne. Mais on ne peut pas, si vous voulez, tout mélanger. Vous voyez ? Tout à fait, monsieur Andrieux. Je dirais qu'on est en montagne, dans un arrière-pays sud-africain. Merci beaucoup d'avoir accepté de lire cet extrait par rapport à cette fameuse dégustation de vin, où d'ailleurs Wolf est complètement perdu, il dit oui à tout, il répond oui à tout, il ne comprend pas un mot à ce que donc, le deuxième personnage lui raconte sur le vin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une lecture métaphorique possible où l'on pourrait comparer la littérature africaine alors déjà, pour resituer, Wolf, après un tas de péripéties, finit par devenir négociant en vin sud-africain dans les années 80 à Bordeaux. Et donc, il a des clients qui sont restaurateurs auxquels il va présenter les vins sud-africains qui ne sont pas encore à la mode en France. En France, maintenant, les vins sud-africains sont très à la mode, ils sont médaillés. Et donc, ce restaurateur lui fait des commentaires qu'on entend encore aujourd'hui, souvent à propos des vins sud-africains ou californiens, ou, voilà, qui sont un peu condescendants. Très dans l'admiration, mais un peu dans la condescendance. Et c'est effectivement quelque chose qu'on constate sur d'autres domaines comme la littérature. Donc, je m'en suis amusée. C'est exactement ce que j'ai senti à la lecture. Vous êtes amusé justement à nous rappeler les multiples préjugés sur cette littérature exotique, trop sensuelle, dont la couleur est, où les senteurs sont un peu trop fruitées. Épicées. Très épicées, oui. Très belle page, très belle page. Merci beaucoup, Bessora, vraiment merci pour cet entretien autour des orphelins qu'on présente au public qui nous suit cet après-midi. Et nous allons poursuivre donc ces présentations. Beata Mérès, bonsoir. Comment allez-vous? Comment est-ce que j'ai pu me tromper tout à l'heure sur votre identité? Tous tes enfants dispersés. C'est votre premier roman, 3 générations. Dans une famille essaimée, dispersée, éclatée. Là aussi, c'est un texte absolument poignant. Et cela se passe au Rwanda dans les années 50. Et évidemment, il y a le génocide, depuis le départ en France, et on suit ces 3 générations. Et la grande question est comment peut-on renouer? Vous-même, à un moment, vous utilisez l'expression, parlant de votre texte, de repriser les lambeaux de cette famille éclatée. Les enfants du jacaranda. Je ne sais pas si vous avez vu des jacarandas depuis que vous êtes en Tunisie. Vous en avez vu? Nous en avons. Hein. Hier soir, en revenant de la rencontre que nous avions, je me suis exclamée dans le bus. Il y avait une personne qui va animer une rencontre demain. Je dis, mais ce sont des jacarandas. J'ai vu les jacarandas de Tunis. Ils ne sont pas en fleurs, mais j'étais ravie de voir qu'il y en avait ici aussi. Oui. Voilà, je tenais à vous poser cette question. Alors, ces enfants, justement, du jacaranda, et au final, à travers cette histoire, on a l'impression que c'est
c'est la littérature qui sauve le monde, finalement. C'est à travers l'écriture qu'on peut sauver le monde. C'est à travers l'écriture qu'on peut repriser des lambeaux, renouer des liens, retrouver des liens éclatés, complètement perdus. Vous venez de l'oraliture et vous êtes en même temps nourri de références classiques franco-françaises, on le sent. On sent les deux aspects dans votre texte. Est-ce que vous pourriez vous exprimer là-dessus, cette question de la langue, de l'écriture qui pourrait finalement nous sauver de ces tragédies, de l'éclatement, de la séparation? Alors, je ne dirais pas que mes personnages sont sauvés par la littérature. Et je ne pense pas que la littérature puisse sauver le monde. C'est l'écrivaine Lydie Salver qui disait il n'y a pas très longtemps à la radio que peut la littérature face à un enfant qui meurt, que peut la littérature devant des gens qui fuient leur pays en sachant qu'ils ne le reverront pas. Néanmoins, la littérature permet de mettre des mots qui peuvent... des mots baumes, des mots qui réparent un peu. Je pense que ce qui est important pour mes personnages, mais également au-delà pour notre humanité trop souvent déchirée, c'est la parole. Ce sont, et quand vous dites que je me présente comme étant un produit de l'oraliture, c'est l'oralité et la littérature, mais c'est se parler. Et l'histoire de cette famille que je raconte, c'est une famille où il y a eu trop de silence. Les silences ne sont pas uniquement ceux liés à l'expérience du génocide, mais une histoire qu'on peut trouver dans des familles du monde entier. Une maman qui élève seule ses 2 enfants. La mère s'appelle Immaculata, a eu d'un premier mariage avec un Français, une fille métisse, et ensuite un fils qu'elle a eu avec un autre Rwandais. Elle est rwandaise Tutsi, lui est Hutu, et ne leur raconte pas l'histoire de leur père, et c'est ce silence-là qui va être leur première blessure. Je pense que les premières blessures, celles de l'enfance dont parle Bessora aussi, sont celles qui, si on ne met pas des mots dessus et si on ne parvient pas à un moment donné à les raconter, peuvent nous empêcher de vivre, en tout cas de vivre heureux et heureuse. Néanmoins, à un moment donné, les personnages, et notamment le personnage de Blanche, la fille métisse qui part en France, va rencontrer la littérature et un dialogue va se renouer parce en fait, il y a cette idée, et ça je pense que c'est vrai, c'est définitivement, alors c'est un anglicisme définitivement, absolument, surtout pas faire ça aujourd'hui. Je pense que la littérature nous permet de nous sentir moins seuls. Il y a cette... alors je vais citer une flopée d'écrivains anglophones, et c'est pas grave parce que en fait on est aussi dans cet esprit d'étonnants voyageurs de la littérature monde, hein, et de cet archipel de langues qui se... à la fois James Baldwin qui dit comme ça: tu penses que ton chagrin et ton désespoir sont uniques au monde jusqu'au jour où tu lis. Et de la même façon, David Foster Wallace dit ça, dit que l'être humain est un être éminemment seul, et cette solitude peut nous tuer, mais quand on rencontre d'autres personnes, d'autres histoires dans la littérature, mais ça peut être aussi aujourd'hui dans les séries, on se sent moins seul parce qu'on voit comment elle ou il s'en sortent, on voit comment elle ou il parviennent à l'extérioriser, à le raconter et à faire reconnaître cette histoire-là. Et comme tu disais, l'histoire du monde et les poubelles du monde sont pleines de toutes ces injustices, de tous ces chagrins, de tous ces silences. Et notre rôle, certes modeste aujourd'hui, écrivain et écrivaine,
et de faire en sorte que la parole soit mise sur ces chagrins et qu'on puisse reprendre langue. J'aime beaucoup cette expression de reprendre langue avec les autres et de se sentir moins seul. La littérature nous permet de nous sentir moins seuls. Mes chers panélistes peuvent tout à fait en même temps intervenir si vous souhaitez rebondir à chaque fois sur ce qui est dit par les uns et par les autres, pour que l'on ne tombe pas dans les soliloques. Et je sais que le public, tout à l'heure, pourra avoir un petit moment pour intervenir. Parlons de cette langue que vous utilisez quand vous écrivez. J'ai évoqué tout à l'heure cet aspect classique, parfois, de votre écriture. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre formation au départ, avant d'en arriver à la littérature, à écrire? Est-ce que cette formation classique fait partie de votre vécu, de votre formation d'abord? Quand j'avais 15 ans, je voulais être journaliste. Et puis il y a eu le génocide. Et j'arrive en France, au lycée, donc après avoir survécu à ce génocide. Et je lis, c'était le rapport de Reporters sans frontières de cette année-là. Et 80% des pages des journalistes morts cette année-là, 94, étaient des Rwandais. Alors je me suis dit, ma fille, tu as survécu une fois, peut-être que tu vas arrêter tes rêves de journalisme. Et donc j'ai décidé, parce qu'il y avait quand même cette impression d'avoir une deuxième vie, en fait, quand on est passé si près de la mort tant de fois, j'avais l'impression que cette deuxième vie, je n'allais pas... Il fallait en faire quelque chose d'utile. Alors, voilà, l'adolescente pleine d'idées très romantiques s'est engagée dans l'humanitaire et donc je suis partie pour Médecins sans frontières, pour des ONG. Et pendant des années, j'ai exercé... Donc, j'ai fait des études... Hippocagne-Cagne, enfin, ça n'intéresse personne, des études de sciences politiques en coopération internationale. Mais l'idée, c'était de m'engager dans l'humanitaire. Et pendant des années, j'ai exercé des métiers, je coordonnais des projets, mais dont, la conversation du comptoir, ce serait que c'était des métiers où il s'agissait de lutter contre la mort. Voilà. C'est très caricatural, dans la lutte contre le sida, prévention du suicide... Et l'écriture est arrivée très tard, à 30 ans passés. J'ai toujours énormément lu. Et comme Baldwin, de lire les auteurs et les autrices, notamment qui m'ont appris, parce que je suis métisse, quand j'étais au Rwanda, on me renvoyait que j'étais blanche. Et arrivée en France, j'ai découvert que j'étais noire. Je ne savais pas ce que c'était qu'être noire dans le regard des gens. Donc c'est dans les littératures qu'on désigne comme afro-caribéennes que j'ai été voir ce que c'était que cette condition noire et donc comprendre, entre guillemets, ce que les gens qui me regardaient voyaient en moi. Et donc la lecture m'avait toujours accompagnée et l'écriture est arrivée sur le tard. Et finalement, aujourd'hui, au bout de 4 livres, je dirais que je peux faire des choses qui ont autant de sens en écrivant que je pouvais le faire, ou que je peux le faire en étant dans des projets humanitaires, ou en tout cas, je ne suis pas en train de te dire que la littérature, c'est comme l'humanitaire. Hein. Mais qu'en tout cas, je me sens utile à cet endroit-là, de la parole qui répare, de la parole qui nous permet de reprendre langue et de nous retrouver dans une humanité commune qui a été dévoyée à plein d'endroits. Maintenant, pour revenir sur la question de la langue, effectivement, ma langue maternelle est le Kinyarwanda. Et le thème de notre rencontre ce soir, le français langue africaine, c'est vrai que, par exemple, Daily parlait du fait qu'elle avait dû changer de titre. Moi, je ne suis pas tellement dans cette idée de m'adapter au français, ou en tout cas mon premier livre, mon premier recueil de nouvelles, j'ai tenu à ce que le titre soit en Kinyarwanda, Ejo, parce que ce mot dans notre langue veut dire à la fois hier et demain. Et je ne voyais pas comment... Enfin, le traduire aurait été perdre
ce que ce mot porte au-delà de sa signification, c'est toute une façon d'envisager la temporalité dans ma culture. Et ce n'est pas qu'en Kinyarwanda, d'ailleurs, depuis que je l'ai écrit, il y a le Lingala, une langue aussi au Cameroun, une langue en Inde, qui ont le même mot pour dire hier et demain. Et donc je tenais à ce que ce mot-là reste, de la même façon que souvent j'ai des expressions en Kinyarwanda, des proverbes que je ne traduis pas forcément, parce que je pense que le monde est tout à fait en mesure d'accepter cela. Je pense que notre génération, de la même façon que nous, lecteurs et lectrices africains, avons pu lire des textes qui étaient extrêmement éloignés de notre univers, de notre imaginaire, et les comprendre. C'est ce que peut la littérature. La poésie peut être une traduction en elle-même d'un univers, d'un monde, et ensuite c'est un travail que l'on fait ensemble. L'écrivaine fait la moitié du chemin, le lecteur fait l'autre moitié. Moi je tiens absolument justement à être dans cette affirmation de voilà d'où je parle. Et l'écrivaine, encore une écrivaine anglophone, mais ce n'est pas grave, vous me pardonnerez, Chimamanda Ngozi Adichie, la Nigériane, en lisant ces textes, L'autre moitié du soleil, et je voyais qu'elle mettait de l'igbo et que ça ne coupait en rien la lecture, au contraire, ça me faisait entendre le rythme et cette langue-là. Et finalement, ça a un intérêt. Il n'y a pas de risque de nous retrouver dans une Babel où tout le monde se parle une langue et ne comprend pas l'autre. Au contraire, on entend, on se baigne dans la sonorité de l'autre, et c'est comme ça qu'on se lie. C'est cette pluralité-là qui est intéressante. On sait très bien que la monoculture est absolument désastreuse pour l'environnement. C'est exactement la même chose pour les langues et pour la culture. Il y a quelque chose que tu as dit, Beata, qui m'a frappée quand tu parlais de ton parcours dans l'humanitaire. Tu disais qu'il s'agissait de lutter contre la mort. Alors moi, pour avoir lu ton livre, alors je ne sais pas comment tu en parlerais, quelle intention tu dirais y avoir mis, mais quand j'ai lu ton livre, j'ai eu le sentiment que c'est aussi ce que tu faisais dans ton livre. En tout cas, vous savez, moi je suis passée par exemple par des mouvements militants de lutte contre le sida, et il y en avait un dans les années 90 qui avait on portait des t-shirts « Silence égale mort ». Vous vous rappelez Act Up Paris, et c'est vraiment de cela dont il s'agit aujourd'hui. C'est l'idée que... Et la poétesse Audre Lorde dit ça beaucoup mieux que moi. Dans son poème « Litanie pour la survie », elle dit mais tu vis depuis toujours avec la peur et tu as peur de parler, mais si tu te tais, tu auras toujours peur. Alors il vaut mieux que tu parles en sachant que de toute façon, tu n'étais pas censé survivre. Et cette parole-là, cette parole échangée, puisque l'écriture et la lecture est un geste... est un acte éminemment solitaire. Mais si nous écrivons, en tout cas moi si j'écris, c'est ensuite pour rencontrer les gens, parler avec les gens. Depuis que je suis ici ce matin dans ce patio, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes femmes tunisiennes, de parler avec elles, et c'est ça l'objectif à la fin, c'est de reprendre langue, c'est de parler. Et quand on se parle, évidemment, c'est comme cette idée des conteurs de la nuit, que ce soit en Afrique, dans les Antilles. On se raconte des histoires pour éloigner la nuit, pour éloigner la peur de la mort. Et c'est ça, notre humanité. On sait toujours raconter des histoires, on sait toujours parler pour éloigner la mort. Un peu comme dans les 1001 nuits. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour cette très belle façon que vous avez de nous présenter votre façon de voir la littérature et comment vous écrivez. On est vraiment au cœur des voix du monde.
de toutes les voix du monde de cet après-midi avec vous. Nous enchaînons avec Monsieur Samitchak. Bonsoir. Vous êtes heureux d'écouter ces dames. Je l'ai vu dans vos yeux depuis le début de la rencontre. Oui, c'est vrai que bon, j'ai la chance de les connaître toutes les trois et bon, j'entends encore des discussions qu'on a déjà eues, que ce soit en public ou en privé. Donc oui, je les connais un tout petit peu. Les fables du moineau. Nous sommes toutes ces femmes. Oui, c'est vrai. Bon, oui. Si seulement la polygamie pouvait ressembler à ça. C'est une blague, hein. On est ses petites sœurs. Oui. Voilà. Oui, ça marche quand même. En tout cas, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, Samitchak, dans ce panel presque qui était jusqu'à votre arrivée presque exclusivement féminin. Féminin, c'est vrai. Voilà. Et je voulais qu'on parle un tout petit peu des fables du moineau. Avant de lire le roman, je me suis un peu renseignée sur vous. J'ai lu des articles où la question du classement de votre littérature revenait souvent. C'est revenu assez souvent. Vous semblez être un auteur inclassable. Et j'avoue qu'après avoir lu les fables du moineau, cela me conforte davantage dans cette idée. Mais en même temps, je trouve ça absolument extraordinaire. Je suis enthousiasmée par ce caractère inclassable de ce texte qui en fait tout l'intérêt et toute la beauté. Donc on est un peu projeté dans, je ne dirais pas un bestiaire, mais c'est un peu il y a quelque chose de passionnant comme ça qui consiste à raconter l'histoire du monde à travers cette espèce de chaîne qui lie l'humain à l'animal, au végétal. C'est vraiment un tout. Donc finalement, il est possible de concevoir un roman qui n'est pas perçu uniquement à travers les yeux de l'humain, mais qui prenne en considération finalement toute la complexité du vivant, du monde vivant. Et dans ce monde, il y a une vision qui n'est pas très heureuse, très positive de l'homme, qui sème l'absence, qui détruit. Partout où il passe, vous dites, le monde se rétrécit. Et il se rétrécit tellement qu'il ne lui reste lui-même pas suffisamment de place pour héberger son propre rêve. C'est absolument terrible, cette phrase. La sagesse du moineau. J'ai beaucoup appris sur la sagesse du moineau. Chichika, c'est bien ainsi qui se prénomme. Vous donnerez peut-être quelques explications concernant cette appellation. Oui. Si elle a un sens. Et cette sagesse, l'une des plus grandes sagesses du moineau, serait de penser que le vaste monde est juste à sa taille. Il ne s'agit ni d'envier ni l'aigle, ni le faucon. Le monde est juste à sa taille. Est-ce que ce serait la solution pour que l'homme cesse de détruire, de semer la mort partout, Samitchak ? Et que l'homme cesse de semer la mort partout, peut-être oui. Mais en même temps, je pense quand même que avant qu'on demande à l'homme de cesser de semer la mort, le livre est d'abord une sorte d'éloge de la mort. Parce que l'œil de la mort est partout. Oui, parce que pas seulement parce que l'œil de la mort est partout, mais parce que c'est franchement grâce à elle qu'il y a la vie. Parce que c'est peut-être la chose la plus belle entre ces animaux-là. Le rapport le plus divin, le plus sacré, le plus mystérieux, c'est le rapport à la mort. Alors il faut que vous nous expliquiez cette histoire, voilà, parce qu'elle est frappante. C'est parce que qu'on prenne les plus petits, les plus grands, sauf peut-être, ils sont nombreux aussi, les herbivores. Quand les gens oublient que les plantes aussi sont des êtres vivants, on va dire un animal herbivore ne tue personne. Ah, bien sûr qu'il tue quelqu'un, parce qu'il mange une feuille, il mange une fleur. Il arrête quand même un processus, peut-être définitivement ou provisoirement. C'est-à-dire les petits, les grands, tous les animaux, et je parle aussi des invisibles, puisque je parle des bactéries et tout, des virus. Tout à fait. Ils ont besoin de manger quelqu'un d'autre, ou bien de se manger entre eux. Et c'est dans cette relation à la mort
que les équilibres fragiles sont possibles. Et quand on observe le spectacle dans le monde, on va par exemple voir à certains endroits au Kenya, par exemple, à la saison de la migration des gnous. Les gnous, ils arrivent, ils sont des millions parfois quand même. Plus d'1 million, le troupeau compte plus d'1 million. Bon, c'est quand même beaucoup. Et ils viennent là pour mettre bas aussi. Eh bien, heureusement quand même qu'il y a des lions qui vont en manger certains. Parce qu'on aurait quand même eu un problème avec les gnous. Parce que des millions d'animaux qui se reproduisent chaque année, la savane n'est pas que pour les gnous. Heureusement, les lions mangent des gnous et d'autres animaux les mangent. Et comme la faim des lions n'est pas nécessairement grande pour que les gnous soient régulés, celui qui a déjà regardé la migration annuelle des gnous a aussi vu un truc qui est magnifique, c'est la nature qui a voulu ça. Sur leur chemin, parce qu'il y a un fleuve à traverser, il y a une sorte de gorge, et les petits qui naissent intègrent dans leur instinct qu'il faut passer par là. Et quand ils arrivent là, les gnous, ils ont une mémoire. Ils voient qu'ici, on n'a pas le choix, on se jette. Et ils se mettent à se jeter à l'eau, et chaque année, si les lions en ont tué 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou jusqu'à 20, bon, ce qui ne représente rien quand il y en a 1 million, en sautant seulement pour traverser, il y en a des milliers qui meurent. Au bout d'un moment, on voit des gnous à la surface de l'eau. Eh bien, ce n'est pas perdu, parce que on voit aussi des crocodiles qui sortent pour s'emparer de quelques carcasses de gnous. Ils vont Et puis, comme les crocodiles ont une faim qui n'est pas si grande que ça, parce que quand ils mangent, il faut plusieurs jours, voire des semaines pour digérer, eh bien, il y a quand même des vautours qui vont venir faire le nettoyage à la surface de l'eau. Cet équilibre-là, il vient de la nature. Au même moment où on parle de ça, il y a des fourmis par millions qui sont en train de tuer des insectes. Il y a d'autres insectes qui tuent des fourmis. Il y a des oiseaux qui tuent des insectes. Il y a des insectes qui parasitent ou des virus qui parasitent des oiseaux qui en meurent. L'homme fait partie de cette chaîne-là. Dans un équilibre correct, l'homme fait partie de cette chaîne-là. Il en fait tellement partie que quand on regarde aussi ce qui se passe, il y a des animaux qui n'ont même pas, qui ne sont pas carnivores, mais qui de temps en temps en tuent. Par exemple, sur le continent africain, l'animal qui tue le plus, c'est l'hippopotame, qui ne mange pas. Parce que lui, quand il tue l'homme, il tue parce que, bon, quelque part, il a été un peu dérangé. Et quand il sort avec ses canines, il en tue. Mais il y a un autre qui, lui, ne s'amuse pas. Le crocodile, lui, il tue pour manger. Et il y a des hommes, quand même, qui sont mangés par les crocodiles. C'est l'une des scènes les plus belles, d'ailleurs. Un crocodile qui mange un être humain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment l'une des plus belles scènes anthologiques dans un roman. Lui aussi, anglophone, je suis obligé de t'imiter quand même. Un premier roman magnifique dont la couverture est aussi ma photo de profil pour WhatsApp, parce que c'est un livre que j'ai adoré, de Moses Isegawa, l'Ougandais. Eh bien, le narrateur décrit avec une beauté extraordinaire comment un crocodile a mangé son père et la jubilation qu'il a à décrire cette scène du crocodile. La première phrase commence par là, son père disparaissant dans la gueule du crocodile. Eh bien, même l'homme fait partie de cette chaîne. Moi, mon souci, c'est que quand on a compris cette chaîne qui passe par la mort, on ne devrait peut-être pas oublier que c'est à l'intérieur de ces liens où il y a la mort tout le temps qu'il y a des relations magnifiques entre les animaux. Quand on observe quand même les animaux, les liens de solidarité, les liens même d'amitié, parfois c'est surprenant ce que les animaux peuvent quand même avoir comme relation. La mort n'empêche pas non plus la vie que tous fabriquent ensemble, ni l'amour au sens très large du terme qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire, quelque part, ça n'empêche pas ça. Et puis, à un moment, malheureusement pour cet équilibre, l'être humain a plus ou moins réussi à échapper à sa complémentarité, à être par exemple un animal relativement
fragiles que les crocodiles pourraient de temps en temps manger, des lions pourraient de temps en temps manger. Il y en a quand même des lions qui viennent dans certains villages au Kenya pour prélever quelques êtres humains, mais pas assez pour rééquilibrer notre rapport au monde, parce que peut-être dans l'année, 10 personnes mangées par des lions, ça ne suffirait pas pour en réduire le nombre. Parce que nous avons réussi, nous, à nous soustraire de cette chaîne-là et à proliférer, parce que à partir du moment où ce n'est plus dans cet équilibre, c'est vrai que nous occupons le monde. Et comme nous l'occupons avec l'idée qu'au-dessus de la création, nous sommes quand même les rois, bon, à l'image de Dieu quand même, on a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas rien. En oubliant une chose, d'ailleurs qu'on retrouve parfois dans l'anthropomorphisme. Beaucoup d'hommes parlent, il y a le singe, on l'a vu le singe au parc, mais il se comportait comme un être humain. Quand quelqu'un dit ça, ça fait rire quand même. Il oublie une chose, l'être humain est le petit frère de beaucoup d'espèces animales. Les singes étaient là depuis des millions d'années, avant que l'être humain n'arrive, qui imite qui? Le singe n'agit pas comme l'être humain agit comme le singe, parce que le singe était là avant lui. C'est-à-dire, nous imitons les animaux qui étaient là avant nous. Les fourmis étaient là avant nous, les mouches étaient là avant nous, les cafards étaient là avant nous, les crocodiles étaient là avant nous. Nous sommes les imitateurs des autres animaux. Notre seule supériorité par rapport à eux, c'est que tout leur comportement réuni, l'être humain est plus ou moins capable de les avoir tous. Il a été hérité de tout ce qui existait avant lui. Et comme nous nous sommes mis à proliférer, qu'est-ce que nous faisons? À un moment, il ne nous suffit plus d'être dans la complémentarité. Nous avons quand même acquis une beauté terrible. C'est le principe de l'accumulation. C'est-à-dire, les lions, par exemple, quand il y a les gnous, ils n'en tuent pas 20 pour dire, bon, à la saison prochaine, il faudrait peut-être qu'on mange. Non, ils prélèvent ce qu'il faut et puis ils attendent que l'occasion se présente. Nous, on a quand même eu cette notion d'accumulation qui fait qu'à un moment, nous allons au-delà de notre besoin. Et à partir de ce moment-là, nous avons plutôt eu un rapport avec la nature. Elle n'existe pas par elle-même, pour elle-même, elle existe pour nous. Nous avons à la dominer, et en la dominant, c'est plutôt nous qui lui donnons son sens. À un moment, nous nous sommes mis à aller au-delà peut-être de ce qui est supportable. Et ça, la littérature a pris en compte voilà, c'est plutôt un francophone que je vais citer. C'était la mise en garde que dans le roman du Sénégalais, Notre aîné à tous, ou Notre père, cher Hamidou Kane, dans ce roman-là, cette mise en garde était là. Une civilisation du fer qui pense quand même que la domination de la nature est plutôt son projet, va à sa perte, parce qu'à un moment, cette accumulation, le travail pour le travail, cette accumulation, elle nous conduit à notre perte. Nous avons définitivement échappé à notre propre rêve de ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Je le rappelle, c'est ce que nous disons quand même, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce propre rêve-là, c'était que nous fassions de ce monde, de la terre, notre paradis. Aujourd'hui, nous en sommes à dire que le paradis, c'est peut-être sur Mars. Voilà. Oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, là, nous sommes vraiment au cœur de ce qui fait de vous un romancier absolument unique. Écrire une littérature qui serait celle d'un moineau, d'une fourmi, d'une girafe, comment le lion parlerait, quels propos il pourrait tenir, quel dialogue pourrait-il y avoir entre les animaux, entre l'humain et l'animal. Je pense à cette scène où le poisson regarde la dame qui est sur le point de le consommer en la suppliant de le manger, parce que la terre aura tout à l'heure besoin de lui et qu'il fallait qu'elle le mange. Alors, c'est une façon de réintégrer l'humain dans la grande chaîne de la nature, comme vous venez de l'expliquer. Je comprends beaucoup mieux votre vision des choses.
Et c'est aussi une façon de dire que finalement, il n'y a pas de cruauté dans la nature. Il n'y a qu'un juste équilibre. C'est ça que vous souhaitez dire. C'est quand même ça. Par exemple, quand on regarde des films documentaires, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir des animaux à l'œuvre, je pense quand même qu'il y a des scènes qu'on pourrait dire insupportables, parce que quand le lion tue, ou en général, on va dire le lion, le mâle, il tue rarement, hein, parce qu'il est gentil quand même. Bon, je sais souvent, il envoie son épouse. Là, il est couché, ce sont les femelles qui sont féroces, comme dans beaucoup d'espèces animales d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Les femelles sont féroces, ce sont elles qui tuent, lui il est couché. Mais il mange. C'est vrai qu'une fois qu'elles ont tué, c'est lui qui mange en premier quand même. Parce qu'il est capable de les chasser pour manger en premier. Quand il en a assez, elles viennent manger avec les petits parce que il faut qu'ils mangent. Ça, ce n'est quand même pas une domination inutile. En fait, c'est tout simplement parce que même les femelles ont besoin de son énergie en cas d'attaque d'une autre troupe. C'est quand même lui qui a le plus de force. Et en cas de chasse d'un animal tellement gros comme la girafe ou le buffle, il faut son effort. Quand même, quand il ne vient pas, on échoue. Dans ce cas-là, il se réserve pour les tâches les plus nobles, comme dans presque toutes les espèces animales. Les mâles se réservent ce qui est plus noble. Mais la différence, c'est que jamais personne ne pourrait dire qu'une lionne ou un lion éprouve du plaisir à tuer, ou il ne torture pas, il ne tue pas par plaisir, il tue pour manger. Mais l'être humain est quand même la seule espèce qui, peut-être parce que nous avons un malheur quand même, qui a un double nom, notre raison et notre imagination, l'être humain est la seule espèce qui éprouve du plaisir à faire souffrir, c'est-à-dire, sans aucun but, faire souffrir. Et ça nous a rendu quand même très particuliers. Nous sommes capables de cruauté. Il n'y a pas de cruauté chez les animaux, il y a cruauté chez nous parce que la cruauté peut être préméditée. Oui. Quel moyen pour faire souffrir le plus? Quelle torture inventée pour aller le plus loin possible? Nous avons introduit ça. Nous le faisons contre les animaux et contre les êtres humains aussi. Donc la cruauté, au sens propre du terme, est strictement, spécifiquement humaine. Elle n'existe pas chez les animaux où ce qu'on trouve comme violent est programmé pour une nécessité vitale. Donc, ce que nous appelons cruauté, c'est juste le fruit de notre vision étriquée des choses. C'est parce qu'on est incapable de voir le grand tout. Dès que vous élargissez la perspective, on voit très bien l'agencement des choses et l'équilibre global. J'ai une dernière question à vous poser, Samy Tchak, parce que là, nous sommes en train de déborder et peut-être que le public souhaiterait intervenir. Une question un peu anecdotique. À l'ère où on fait l'éloge de la consommation végétarienne, des mouvements véganes, on ne vous a pas posé cette question? Ces personnes qui pensent qu'il est cruel de manger les poissons, que les animaux souffrent quand on les consomme. On ne vous a pas posé cette question parfois? Si, cette question m'a été souvent posée. En général, ça dépend de quel cadre. C'est vrai, il faut être honnête envers soi. Ça dépend du cadre. Il m'est arrivé, si la personne qui me pose la question, si je sais qu'elle ne serait pas là au moment où j'aurais besoin de manger, je lui dis que je m'initie quand même au végétarisme parce que elle ne me verra pas. Mais si on devait aller ensemble à un endroit où moi je lui dis que pour quelques problèmes de santé, pour le moment, j'ai besoin quand même d'un peu de viande quand même. Voilà. Donc, j'essaie de ménager la sensibilité de celui qui l'a. Donc, ou bien je ne mange pas de viande parce que la personne ne me verrait pas, ou bien c'est des problèmes de santé qui m'obligent quand même à en manger encore un peu. D'accord. En tout cas, c'est très frustrant pour nous. On vous écouterait des heures, vraiment, les uns et les autres. En très, très peu de temps, peut-être que certaines personnes du public souhaiteraient intervenir. Autrement, nous allons clore la rencontre parce que nous avons débordé de 5 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir, poser une question? Non, personne. Donc, je pense que c'est bon. Nous allons clore la rencontre en vous remerciant pour votre présence, réellement, parce que j'ai fait de très belles découvertes.
Et j'ai le plus souvent lu avec les larmes aux yeux. J'ai découvert des plumes absolument époustouflantes. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Tunis. À très bientôt. Merci. Là, il faut les masques.